Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les coopérateurs de l'Union régionale des coopératives d'aménagement rural UCAR de Grand à Conwy sont désormais unis pour le développement du secteur agricole. Ils se sont retrouvés ce mercredi pour célébrer cette entente. Les 7 sages de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle sont officiellement entrés en fonction ce mercredi. Nous reviendrons dans ce journal sur les images de la cérémonie de prestation de serment. Et puis nous irons en Afrique du Sud où grâce Clara Maïtse, grâce à elle, donc, des mineurs illégaux sortent de l'ombre. Bienvenue dans ce journal. Les nouveaux membres de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mercredi. Joseph Djogbenou, Cécile Dedravo Zizindoué, Sylvain Nouati, Amounda Razak, Rigobert Azan, Fassassi Mustafa et André Katari devant le chef de l'État. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale et autres invités ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée à l'aise primature. Faut-il le rappeler, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Ses membres sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Suivez un extrait des propos du président de la République qui renvoie les 7 sages en mission. Mesdames et messieurs, je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à vos fonctions en vos qualités respectives de membres de la Cour constitutionnelle. Le comité de pilotage et des experts du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos a tenu sa 10e réunion à Cotonou. Elle a démarré ce mardi 5 juin et prendra fin demain, vendredi 8 juin, où se rassemblera le comité de pilotage du programme. Fréjus Serwan nous fait le point de la cérémonie d'ouverture. En prélude à la réunion du comité ministériel de pilotage du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos, les experts du programme se sont réunis à Cotonou. Cette 10e rencontre qui se tient du 5 au 8 juin permettra de faire le point de l'état d'avancement du projet de construction de l'autoroute long de 1028 km qui doit relier 5 pays à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais déjà, des avancées significatives sont à noter depuis la 9e réunion qui s'est tenue à Abuja. L'accord intergouvernemental portant création de l'autorité de gestion du projet Abidjan-Lagos a été soumis aux États membres pour avis juridique des ministères en charge de la justice. Le processus de recrutement des experts pour la cellule d'exécution du projet a été achevé et les experts seront en place d'ici le mois de juillet prochain. Il faut aussi mentionner qu'en ce qui concerne le recrutement des cabinets devant élaborer les études de faisabilité technique, économique et financière du projet, l'évaluation technique des offres a été élaborée et soumise à la Banque africaine de développement pour avis de non-objection. Nous sommes heureux de vous informer que le gouvernement du Bénin a achevé le processus de ratification du traité sur le corridor. Quant au ministre des Infrastructures du Bénin, Sirkoti, après avoir présenté la bonne condition de la route du corridor Abidjan-Lagos à 79%, il a énuméré les avantages de la construction de l'autoroute. Le corridor est emprunté pour 60 à 75% des échanges commerciaux de la CEDEAO et dessert une population de plus de 35 millions de personnes. La mise en œuvre de cet ambitieux programme contribuera à coup sûr à la réduction des délais, des coûts, l'allègement de la paperasserie au niveau du corridor, l'extension des installations logistiques et l'efficacité des transports
les possibilités de croissance des échanges et de la production de valeur ajoutée seront également élevées. L'autorité de gestion qui sera mise en place pour le corridor bénéficiera du pouvoir et de l'expertise nécessaires à la réalisation des objectifs assignés. Les quelques 35 millions de personnes établies le long du corridor offriront au secteur privé un grand marché et la possibilité de substituer aux importations d'outre-mer des marchandises produites dans la sous-région. À travers la CEDEAO, l'avantage de la production sous-régionale sera renforcé par le coût avantageux issu des dispositions du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO qui élimine les droits de douane pour les marchandises produites ou ayant fait l'objet de valeur ajoutée au sein de la région. Dans la recherche des financements pour la réalisation des études techniques de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos à réaliser en partenariat public-privé, les 5 États ont obtenu le soutien de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne à travers des prêts et dons de 22 millions de dollars US. Et vous avez suivi dans ce reportage l'ancien ministre des Transports, des Infrastructures et Transports, Sikoti. Les coopérateurs de Lucas Grand à Gonvi parlent désormais d'une même voix et sont décidés à œuvrer pour le développement du pays. Ce mercredi, ils se sont rassemblés à Ipinlay dans le département du Plateau pour célébrer leur union et dire merci au manager qui l'a rendu possible. Il s'agit du président Patrice Talon. Reportage. L'Union régionale des coopératives d'aménagement rural du Grand Agonvi renaît de ses cendres. Enfoncée dans l'illégalité, la division et le dysfonctionnement depuis 2007, l'Union retrouve peu à peu ses marques avec l'installation d'un comité paritaire provisoire reconnu par les autorités judiciaires et gouvernementales. Ces résultats épatent. Le paiement régulier des coopérateurs, le règlement systématique des main-d'œuvre et autres activités d'entretien des palmeraies. À ce jour, 600 hectares de surface ont été garnis de nouveaux plants de palmiers à huile grâce aux diligences du comité paritaire provisoire. Les matériels de travail que constituent les camions et autres équipements ont été réparés et remis en état de fonctionnement. Les coopérateurs ont assisté très heureux au renouvellement de leurs cartes de coopérateurs. L'amorce du paiement des arriérés d'impôts consentis par les anciennes équipes dirigeantes est désormais du moins une réalité. De plus, alors que le record de livraison en tonnes de régime de palmeraie par l'URCA depuis 2012 s'élève à 7214, ces chiffres ont plus que doublé en 2017. Il a fallu l'élection du président Guillaume Patrice Athanase Talon en 2016 et la mise en place des comités paritaires par ces hommes de terrain, par les hommes de terrain du président, pour qu'en 2017, le total de tonnage livré à Koda soit de 17 599 tonnes. Un record qui a engendré pour les coopératives plus de 738 millions de francs CFA, une somme qui a réellement été reçue par les coopératives d'aménagement rural, contrairement à ce qui se passait où les fonds seraient distraits. La rupture a sifflé la fin de l'anarchie et de l'injustice. C'est tout à l'honneur du chef de l'État, le président Patrice Talon. Il est le refuge du pauvre paysan coopérateur de l'URCA. Il est le défenseur du brave travailleur des palmeraies de l'URCA Grand Agonvi. C'est pourquoi l'URCA Grand Agonvi dédie cette journée au président Patrice Talon en lui assurant son total soutien à l'accompagner dans toutes ses réformes. Et puis quelques jours après la découverte des poissons morts sur le lac Toro, où en est-on? Quel est l'impact de la situation sur la vente des poissons dans la localité? Jonas Botti est retourné sur les lieux. Voici son reportage.
Les vendeuses de poissons d'Azonlihoué sont très fâchées parce que les informations relayées par la presse béninoise et surtout les réseaux sociaux ces derniers temps ont entraîné la mévente des poissons frits, leur principale activité dans la localité. Elles reconnaissent certes le drame survenu sur le lac Tao, mais selon elles, les choses ne se sont pas passées telles que ventilées sur les réseaux sociaux. Les gens ont raconté que ce sont les poissons morts que nous vendons. Les clients qui achetaient chez nous ne s'arrêtent plus du tout. Quand ils ont dit ces choses sur les radios, ça nous a gâté notre commerce. Au dire de ces femmes, les poissons morts sont déjà calcinés et la substance qui aurait tué ces poissons ne s'est pas répandue dans toutes les eaux de la localité. Les poissons morts ont été ramassés et brûlés. La substance en question n'a pas contaminé les eaux de notre côté. Ces poissons que je suis en train de frire, je les ai payés vivants ce matin au bord du lac. Si c'est les poissons, quelque chose de poisonné, on n'aurait pas trouvé des poissons vivants dedans. Tous ces poissons sont déjà morts. Aucun poisson n'est plus vivant. Or, si c'était notre eau, on n'aurait plus trouvé des poissons vivants dedans. Mais on continue toujours à aller à la pêche, on trouve des poissons dedans. Mais est-ce que la présence des poissons vivants certifie l'absence totale de la substance nocive dans les eaux de ce lac? Seuls les experts pourraient le certifier. Mais qu'en est-il de l'interdiction de la fréquentation du lac par les pêcheurs? Oui, on entendait à la radio, les gens sont en train de dire d'arrêter de vendre des poissons là, que les gens vont analyser d'abord avant que nous commencions pas à manger. Mais depuis que ils sont venus là, on n'a pas encore rien entendu par rapport à ça. Genre, personne ne parle plus pas ici. Vu l'importance du lac Tao dans la vie socio-économique des populations d'Azonlihoué, il urge que les autorités en charge de la pêche au Bénin leur précisent désormais l'attitude qu'il convient d'adopter au lendemain de ce drame. Des rumeurs aussi contradictoires les unes que les autres ont circulé du dimanche au lundi dernier par rapport à l'artiste béninois Darwé Doto. Que retenir finalement de ces informations? L'artiste est-il vraiment décédé? Jonas Boti s'est rendu à son domicile à Azové et à son village natal à Takpati-Wome dans l'arrondissement de Godoou. Suivez ce reportage. Même ce mardi 5 juin 2018, des gens continuent d'affluer vers le domicile de Darwé Doto à Azové pour s'enquérir des nouvelles de l'artiste. Entre les rumeurs annonçant son décès et les démentis de certains membres de sa famille, que faudra-t-il retenir? À cette question, voici la réponse d'un de ses frères resté à son chevet à l'hôpital. Depuis 6 jours ou 7 jours passés, il était tombé malade. On l'a accompagné jusqu'à Lomé, l'hôpital de Lomé. Après la consultation, nous avons vu que la tension est trop partie. Ça se déclenchait jusqu'au nerf de la tête là. Comme ça, les docteurs nous ont dit qu'ils ne veulent pas encore survivre. Qu'il doit nous laisser. Effectivement, il nous a laissé. Aujourd'hui, son corps se retrouve à la morgue de Lokossa. C'est donc désormais officiel. Darwé Doto n'est plus. L'artiste s'en est allé après quelques jours de coma suite à une crise. Dans son domicile à Azové, l'une de ses épouses inconsolables est entourée des proches de la famille au regard plein de regrets. Parmi eux, on note la présence du président des artistes du Kofo, Alevi, et les frères Gbadé. Encore sous le choc, Gbadé Clément de Macro Musica nous conte ces derniers moments avec Darwé Doto. On sait que nous tous, nous avons 2 jours, 2 grands jours. Le jour de la naissance et le jour du décès. Mais tout le monde sait qu'un jour il va mourir. Mais pour Darwé, c'est une surprise. Le week-end surpassé, nous étions en spectacle dans différents lieux. Le lundi matin, j'ai pris part à la devanture de la maison de Darwé Doto. Il était avec son frère Adiro et quelques membres de son groupe. Je me suis arrêté. Fortuitement, nous avons passé
plus d'une heure à causer. On a parlé de notre association, on a parlé aussi du moment, on a discuté de tout et de rien. C'est comme s'il m'appelait pour dire viens, je vais te dire au revoir. Puisque après notre conversation, c'est fini. Dans le village natal de l'artiste, Atakpatiome, une localité de l'arrondissement de Godokhou, l'affluence n'est pas des moindres et le mois est encore plus vif. Autour de la mère de Darwé Doto, les regards lugubres des femmes du village attisent davantage la tristesse de la pauvre dame. Le père, beaucoup plus âgé, aura voulu dévancer son fils dans l'au-delà. Mais hélas, le sort en a décidé autrement. Toujours présent aux côtés de Darwé Doto sur les podiums et dans les clips, Djiho Doto, le frère de l'artiste, nous fredonne un des morceaux prémonitoires de Darwé Doto et lance un appel à la population. Je suis toujours resté avec mon frère Darwé Doto et la manière dont il m'a quitté m'attriste. Je demande à la population de rester à nos côtés pour les obsèques. À propos des obsèques de Darwé Doto, rien n'est encore décidé par la famille. À l'annonce du décès de Darwé Doto, plusieurs personnes se sont rendues au domicile du défunt pour présenter leurs condoléances à la famille. Le préfet du Koufour et des élus locaux d'Aplaroué y étaient ce mardi pour faire part de leur compassion à la famille de l'illustre disparu. Christophe Mengbedi et sa suite sont également allés au village de Darwé Doto pour saluer son père et sa mère. Le préfet du Koufour s'est exprimé au micro de notre correspondant Mono Koufo, Jonas Bouchi. Darwé Doto nous a quittés prématurément dans la fleur de l'âge, alors même qu'il était en train de faire connaître tout le Bénin. Nous sommes venus consoler les parents au nom du président Patrice Talon et de tout son gouvernement. Darwé, le peu de temps qu'il a passé sur terre, a rehaussé la culture à Dia. Il a égayé les cœurs, il a soulagé des cœurs à travers ses chansons. Qu'on soit ensemble pour son inhumation. Qu'on puisse vraiment organiser les obsèques dignes du rang de l'illustre disparu. L'actualité hors du Bénin, malgré ses 77 ans, Clara Maïté travaille toujours comme forçat à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant, totalement illégale. Son activité l'a déjà conduite 7 fois au poste de police en l'espace de 10 ans. Mais l'obstination de la grand-mère a fini par payer. Avec quelques 800 camarades mineurs, elle vient enfin pour son plus grand bonheur d'être légalisée. Reportage. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maïtse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années, mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour.
Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un changement, un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le Mozama signifie « tenter sa chance » en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. Avant de mettre un thème à cette édition, sachez qu'il est désormais connu, le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Maître Joseph Fifamé-Djogbenou. Eh bien, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette information. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.